on a ces trois piliers d'après la définition FAO. Le premier qui est la non-perturbation du sol, voire au maximum 25% de la surface. Donc ça veut dire qu'il faut pratiquement faire un semi-direct pur et dur si on veut maintenir ces 25% de remuage du sol. Deuxième pilier, c'est la couverture en permanence. Et le troisième, c'est la diversité végétale, voire une rotation bien adaptée avec au moins 4 cultures différentes, voire plus. Il faut se rendre compte que l'agriculture de conservation se pratique au Québec, se pratique en Roumanie, se pratique au nord de la France ainsi qu'au sud de la France. Après, il faut adapter les différentes techniques, les différentes cultures en fonction de notre contexte pédoclimatique. Mais sinon, effectivement, si on suit une vidéo de quelqu'un qui est au sud de la France, il ne faut pas qu'on réplique ça la même chose chez nous, parce que sinon il va y avoir des problèmes, somme de température, précipitation, ce genre d'éléments. S'il n'y a pas de l'eau stagnante, le semi-direct fonctionne. Il fonctionne dans la prairie canadienne avec 350 mm d'eau, il fonctionne au Brésil avec 3000 mm d'eau. Nous on en a 1000, 1200 ou peut-être 650, 800 en Suisse romande, ça fonctionne. Si le sol est en bonne forme, ça fonctionne. Les plus gros avantages, je dirais, c'est la porosité du sol. Du fait qu'on laisse les résidus, on a très vite une activité biologique qui est beaucoup plus importante, ce qu'on appelle l'aide à fond, donc la vie du sol, surtout ces vers de terre qu'on recherche avec ces galeries verticaux. Ça veut dire que ces galeries sont stables, l'eau s'infiltre très vite, on peut conserver plus d'eau que lorsqu'on laboure. Du coup, on a aussi un taux de matière organique qui augmente avec les années, mais là il faut vraiment des années. On a d'autres avantages, donc si ce n'est pas que le sol, je dirais aussi la biodiversité dans le sol, pas seulement en surface. On oublie très souvent, on a aussi une grande biodiversité dans le sol. Ensuite, des gains de temps de travail. J'épargne du carburant, même beaucoup, donc ça c'est significatif. Inconvénient, ça coûte, c'est une mécanisation spéciale. Il faut des gens qui sont spécialisés, en général c'est des entrepreneurs, vu que nos surfaces en Suisse sont relativement petites comparées à l'étranger. C'est pour ça que ça sera l'entrepreneur qui a une mécanisation spéciale aussi adaptée à nos conditions en Suisse. Donc on va chercher ces machines à l'étranger parce qu'on n'a pas cette industrie chez nous en Suisse. Autre inconvénient, surtout au début, cette phase de transition du labour au semi-direct, ces premières années, on peut avoir un recul de rendement, un léger recul. On peut aussi avoir le problème de limaces au printemps, surtout au printemps avec certaines cultures telles que betteraves sucrières,
peut-être un peu maïs, mais c'est surtout les betteraves. Et puis en automne, ça sera surtout le colza. Et aussi le tournesol au printemps qui peut être problématique. En général, ce sont des années à limaces ou pas. En général, c'est vite vu. Alors, ouais, il faut se préparer avec des anti-limaces. Aussi en labour, ça peut aussi être problématique, mais je dirais, si vous laissez beaucoup de débris, des engrais verts qui dépérissent par le gel, oui, là, vous pouvez avoir ce problème. Et peut-être un autre problème, c'est avec les années, certaines mauvaises herbes, certaines vivaces qui tout à coup sont là, par exemple du paturin ou géranium qui s'installe avec les années. Et c'est marrant, des fois ça disparaît de nouveau, donc oui, c'est assez dynamique tout ça. Mais en conclusion, on peut dire les avantages sont multiples et ça vaut la peine de tenir le coup et puis vraiment de rester dans ce domaine actif. Un semoir à disque un peu moderne, ça va donc pour le semi-direct, entre 50 et 100 000 francs, quoi, hein, j'ai envie de dire. Puis là, le semoir à dents qu'on a acheté d'occasion, c'est un 4 mètres, mais on l'a eu pour 30 000 francs, équipé en Dauphine, pour le semi-direct. Et puis dans les inconvénients, qu'est-ce qu'on a? Alors, premièrement, on a des petits soucis au printemps, dans les cultures de printemps, notamment le maïs, la betterave, c'est que le fait qu'on travaille peu ou pas le sol, on ne bénéficie pas du réchauffement de la terre qui est induite de facto par l'aération du sol qui se fait par les machines. Du coup, c'est un petit peu, ça peut impacter les levées au printemps. On n'arrive pas, enfin aujourd'hui, j'arrive pas à me passer des herbicides. Sur l'ensemble de ma ferme, j'ai ôté les fongicides, les insecticides ainsi que les régulateurs de croissance. Par contre, les herbicides, aujourd'hui, je suis incapable de m'en passer. Alors il faut bien savoir qu'il faut essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à cette thématique des produits phyto. L'agriculture, j'ai envie de dire, peu importe comment on l'a fait, on a un impact sur l'environnement, y compris en bio. Je profite de dire que je respecte pleinement mes collègues bio, hein, c'est pas un jugement de personne, mais c'est important que les gens se rendent compte que la nature, par définition, elle implante une forêt. Si on enlève l'agriculteur, qu'il soit au bio ou pas d'ailleurs, elle va mettre 20 ou 30 ans, mais elle met en place une forêt. Une forêt constituée selon le contexte pédoclimatique de hêtres ou de chênes, en l'occurrence chez nous. Et puis nous, agriculteurs, on est fatalement obligé de lutter quelque part d'une manière ou d'une autre contre cette volonté de la nature d'implanter sa forêt pour pouvoir faire pousser nos plantes. Et il existe plusieurs manières de le faire. Il existe des manières mécaniques qui sont beaucoup utilisées, qui s'utilisent beaucoup. La charrue en est une. Et puis, j'ai pris la décision de me passer de ces outils-là pour les raisons que j'ai citées avant. Par contre, je n'arrive pas aujourd'hui à me passer des herbicides pour lutter contre les adventistes. Oui, des fois, je peux vous dire, chaque année est différente. Chaque année vient avec des surprises. Des fois, vous avez, comme l'année passée, on a eu beaucoup de précipitations. Et là, tout à coup, vous avez des mauvaises herbes qui sont là, des adventistes, et puis il faut agir. Et tout à coup, il faut dire « Ah, non, j'arrive pas à faire comme je voulais ». Mais le but final, c'est d'avoir un système bio semi-direct sans pesticides. J'ai parlé tout à l'heure de campagnol, alors ça peut être un des problèmes qu'on a. Parce que le fait qu'on touche plus le sol, et puis qu'il y a tout le temps des déchets végétaux, c'est leur royaume, quoi, ils sont contents.
Alors du coup, on fait plusieurs choses. On essaye de, notamment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on broie les pailles pour éviter que les rapaces aient peur des restes de tiges, hein, parce que c'est limite agressif, les restes de tiges, surtout en colza. Déjà un. Et puis deux, on met des perchoirs pour les rapaces, de façon à ce qu'ils puissent se reposer et puis mieux observer la situation pour pouvoir manger ces campagnols, lutter contre ces campagnols. Et puis, troisième chose que je peux dire, c'est que, notamment dans une céréale, ça peut être assez impressionnant, les dégâts de campagnols, mais en termes de rendement, c'est relativement peu impactant. C'est plus impressionnant qu'impactant. Alors, ça fait pas très plaisir quand on passe devant notre parcelle d'orge, puis qu'on voit les traîner où les campagnols ont mangé l'orge. Puis quand à la fin, on fait tout près de 9 tonnes de récolte d'orge, on se dit, bah, c'est pas si grave, quoi, finalement. Alors, on a essentiellement fait des économies de temps en ce qui concerne le travail du sol, vu qu'on en fait pratiquement plus, en tout cas beaucoup moins. Pour donner un ordre de grandeur, en labour, c'est 2 heures hectares avec un tracteur, grosso modo, pas tout à fait. Et puis, après une herse rotative, c'est environ, pas tout à fait 1 heure hectare. Après, il faut encore semer, peut-être un peu moins. On est à grosso modo 3-4 heures hectare. Et puis maintenant, si on est dans le cas où on fait du semi-direct, on sème 2 hectares à l'heure. Donc c'est des différentiels qui sont très importants, en fait. Après, si on veut être jusqu'au bout du raisonnement, si on passe des strip-tills, il faut compter le temps du strip-till. Mais globalement, on économise quand même passablement de temps qu'on ne passe pas dans le tracteur. Et ce temps, on le met à profit pour aller observer. On observe les insectes, on va avec la bêche pour observer l'intérieur du sol. Il y a plus d'observations qu'avant. Finalement, vous avez aussi, après de l'érosion, vous avez un ruissellement qui, vu qu'il pleut beaucoup, l'eau ne peut même pas infiltrer comme il faut. Si c'est un peu une pente, ça ruisselle, ça prend aussi de la terre avec, plus les intrants que vous avez mis, voire engrais, pesticides, tout ça part avec l'eau qui se trouve tout près. Donc ça, c'est vraiment un problème. Oui, on résout le problème parce que dans le semi-direct, le sol est recouvert quasiment en permanence. C'est clair, si je viens de semer au printemps, par exemple le maïs, et je bouge quand même un peu sur la ligne, mais en général on utilise des disques. On essaye vraiment de faire une fente très étroite pour justement ensuite limiter ces dégâts. Il y a aussi encore un autre but. Le moins, si je bouge très, très peu le sol, j'aurai aussi moins de germination, d'adventices. C'est pour ça qu'on aime beaucoup recouvrir au maximum. Exactement, ça c'est à Oberracker, on a mesuré pendant un bon nombre d'années l'humidité du sol, donc l'eau dans le sol, jusqu'à 90 cm de profondeur. On a fait ça avec la Haute École d'agronomie, Havel, à Zollikofen, et on a vraiment, surtout dans les années sèches, on a vu des différences significatives. Donc, la courbe du semi-direct du mois de mai jusqu'au mois de septembre, avec bien plus d'eau, et aussi les rendements qui étaient plus élevés, surtout en 2003. C'était une année très très sèche dans une bonne partie de l'Europe, chez nous aussi en Suisse. Et là, on a vraiment pu démontrer qu'on arrivait à stocker plus d'eau en semi-direct et que les racines étaient vraiment capables de reprendre cette eau et puis de produire plus de biomasse, plus de grains. Dans des années pluvieuses où il y a passablement de précipitations, ces différences sont relativement petites. On peut dire que ça fonctionne avec chaque sol.
À part si vous avez vraiment un sol qui n'est pas drainé du tout, où l'eau reste en surface, l'eau stagnante. Dans des cas comme ça, mais c'est pas très souvent le cas. Et je peux peut-être quand même mentionner, on avait ce congrès mondial, le 8e l'année passée, chez nous en Suisse. Conclusion, on essaye, donc c'est surtout la FAO qui va essayer d'augmenter la surface en agriculture de conservation, monter à 50% des surfaces cultivées dans le monde entier jusqu'en 2050. Donc là, c'est tous les sols inclus et on essaye vraiment de faire passer ce message. Il y a dans certains pays ou certains continents, par exemple en Afrique, où il y a beaucoup qui se fait, mais ce sont des smallholders, donc c'est des petites fermes, des toutes petites fermes. En général, c'est les femmes qui font ce boulot et ça bouge. La même chose aussi en Amérique du Sud. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine collaboration avec des expériences du Brésil qu'on essaye maintenant de mettre en pratique dans certains pays en Afrique. Tous les sols. En Angleterre, ils ont démontré qu'on arrivait à garder exactement le même rendement avec un sol travaillé ou pas travaillé du tout. Donc ça, c'était déjà dans les années, je crois, même 47, qu'ils ont démontré ça. On est quand même surpris de voir que, en général, la tendance à avoir des rendements un peu plus élevés, cette tendance, elle est très vite là. Et je dois dire, ça motive aussi les agriculteurs, les semeurs directs. C'est clair, ils s'échangent. Aujourd'hui, il y a une toute petite proportion de jeunes agriculteurs et ça discute. C'est comme un producteur de lait, il va aussi toujours comparer avec son voisin. Et ici, c'est pareil. Mais on peut dire que les rendements, c'est pas une raison pour ne pas opter pour le semi-direct. C'est aussi intéressant de voir que souvent, lors de la période de végétation, on a l'impression que oui, la culture, elle est pas top. J'aimerais voir des plantes qui se présentent dans un peu un autre style. J'ai pas l'habitude que certaines fois les plantes, le maïs reste plus court. Mais à la fin, ce qui compte, c'est ce que je récolte. Et très souvent, le maïs, je vais avoir plus de grains, alors que la plante en soi est plus courte. Ça a assez choqué les agriculteurs. Là, on a beaucoup d'expérience avec du maïs qui se fait en bande fraisée. Et là, pratiquement toujours, à la récolte, la plante de maïs est plus courte, mais on a plus de matière sèche. Donc, je récolte moins d'eau, j'ai plus de matière sèche dans mon char, et ça a pris du temps pour bien des agriculteurs à réaliser que finalement ils récoltaient plus.